Il est 10h33. C'était donc le 14 juillet 2016 sur la promenade des Anglais à Nice. Ce soir-là, 22h33, un poids lourd s'engage sur la promenade des Anglais. Un 19 tonnes, loué 3 jours auparavant. Sur le trottoir, le camion zigzag, avec pour seule idée, faire des victimes. En 4 minutes et 17 secondes, ce poids lourd, le conducteur, que le poids lourd n'y est pour rien, c'est le conducteur, 86 morts, dont 15 enfants et adolescents. Félix Mathieu, le procès s'ouvre aujourd'hui à 13h30, 865 parties civiles. Oui, avec 133 avocats attendus sur le banc des accusés, 8 personnes de nationalité tunisienne, franco-tunisienne et albanaise. 3 comparaissent déjà détenus, 3 sous contrôle judiciaire et l'un sera jugé en son absence. Selon son avocate, il serait détenu en Tunisie. La justice française a émis un mandat d'arrêt. 3 accusés, des proches du conducteur du camion, sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes. L'accusation estime qu'ils avaient conscience de sa récente radicalisation. L'un en récidive encourt la perpétuité, les 2 autres risquent 20 ans de prison. Les 5 autres accusés sont eux jugés pour association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les armes. Ils encourent 5 à 10 ans de prison. Un procès qui sera filmé pour l'histoire, comme celui du 13 novembre qui s'est terminé fin juin dans cette même salle spéciale de l'ancien tribunal de l'île de la Cité à Paris. Le conducteur, l'assassin, sera tué le soir même. Et aujourd'hui, dans le box des accusés, il n'y a ni coauteur, ni complice parmi les accusés. Ni coauteur, ni complice. Nous sommes avec Philippe Soucy, qui est avocat au barreau de Nice, avocat des parties civiles au procès de cet attentat. Vous représentez... Bonjour Philippe Soucy. Bonjour Jean-Luc Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous représentez 64 personnes physiques et vous représentez l'Association française de victimes du terrorisme. Je le disais il y a un instant, la particularité de ce procès, c'est que dans le box des accusés, il n'y a ni coauteur, ni complice. C'est la particularité, vous avez raison, de ce dossier, absence de l'auteur principal et la qualification de complicité d'assassinat qui n'a pas été retenue par les magistrats instructeurs et par la cour d'appel. Mais à l'ouverture du procès, je veux insister sur le fait que malgré cette situation, le procès et le moment de l'ouverture de ce procès n'en demeure pas moins important. Il faut avoir à l'esprit que dans cette situation, il y aura forcément des zones d'ombre et dans tout procès, il reste des zones d'ombre. Mais il faut l'accepter et le procès n'en demeure pas moins important. Alors, le procès est important parce que nous allons chercher la vérité, comme dans tous les procès, et notamment lever ces zones d'ombre. Mais il est important aussi pour les familles des victimes, Philippe Soucy. Il est important, très important pour les familles des victimes, il est important pour la société de façon générale, parce que c'est la réponse d'une société démocratique à la barbarie, mais surtout important pour les parties civiles, parce que c'est un moment essentiel, malheureusement l'expérience nous l'a montré, dans le processus de reconstruction et de résilience, et d'ailleurs dans l'immense diversité des attentes des parties civiles, quel que soit l'endroit où chacune d'entre elles met le curseur. On voit que des parties civiles se sont tenues très proches du dossier, d'autres éloignées. On voit que des parties civiles vont venir aujourd'hui à Paris ou à Nice. On voit que des parties civiles vont témoigner, que d'autres ne vont pas témoigner. Il y a toutes les situations possibles et parfaitement respectables. Alors, certaines familles vont témoigner, vous le disiez, d'autres ne vont pas témoigner. Pourquoi ? Je pense qu'il faut prendre tout ça avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que c'est ce qui leur fait le moins mal possible. Oui. Ce sont des situations à chaque fois individuelles. Vous avez des gens qui ont besoin de témoigner et vous avez des gens pour lesquels c'est impossible de témoigner. Et on voit chacune, je le disais, met le curseur là où elle le souhaite. Je crois qu'il faut respecter toutes les positions, le prendre avec humilité. On l'a vu dans d'autres procès, les témoignages sont des moments extrêmement douloureux, mais peuvent être aussi libérateurs. Ce qu'on a fait au sein de l'Association française des victimes du terrorisme, c'est justement beaucoup de pédagogie, et je l'ai fait moi-même avec les personnes physiques que je représente, pour que les parties civiles, c'est ce qui me paraît le plus important à l'ouverture de ce procès, puissent s'approprier le procès pénal. Se l'approprier, c'est en comprendre les tenants et les aboutissants,
et essayer d'en tirer quelque chose. Mais Philippe Soucy, encore une fois, j'y reviens, parce que c'est essentiel. Je me mets à la place des familles des victimes. Lorsqu'il y a, comme ça, un attentat aussi meurtrier, aussi violent, aussi terrible, qu'attendent les familles des victimes? On l'a vu lors du procès du 13 novembre, on l'a vu. Ils attendent de voir face à eux le coupable, celui qui a tué. Là, il n'y a personne face aux familles des victimes. Enfin, il y a des accusés, mais qui ne sont que quoi, des comparses. Comment pourrait-on les appeler? C'est pardon, j'ai la liaison qui a été oui. C'est une frustration qui est incontestable. Oui. J'imagine la frustration. Voilà, c'est une frustration. Mais je dis à l'ouverture de ce procès, que malgré cette frustration, il ne faut pas s'y arrêter. Le procès demeure un moment important. Un moment important pour les familles des victimes, le moment de témoigner, qui est évidemment toujours un moment important, si difficile à vivre, évidemment, hein, le moment du témoignage, mais essentiel. Vous en avez beaucoup discuté avec ces personnes. Que vous ont-elles dit ? Là aussi, grande diversité de situations. Véritablement, on l'a vécu dans d'autres procès. Vous avez des gens qui en attendent beaucoup, d'autres qui en attendent moins. Moi, à titre personnel, ce que je pense, c'est qu'il ne faut ni surinvestir ni sous-investir le procès pénal. Le procès pénal peut apporter quelque chose si on est approprié les tenants et les aboutissants. Et évidemment, il y a le temps de l'instruction, le temps du jugement, et je pense aussi au temps d'après. Oui, mais Philippe Soucy, vous avez raison, mais Philippe Soucy, il ne faudra pas attendre, parce que les familles des victimes attendent une peine prononcée. Mais il ne faudra pas attendre que la peine prononcée soit à la hauteur de l'immense préjudice. Mais c'est tout ce travail de pédagogie qu'on a fait les uns et les autres et au sein de l'Association française des victimes du terrorisme. Bien évidemment qu'on ne peut rien attendre de ce point de vue-là. Et il fallait le dire avant ce procès pour éviter de trop grandes frustrations. Et on l'a dit et on l'a répété, on n'a pas l'auteur principal. C'est évidemment une immense frustration, mais c'est incontournable. Donc prenons ce qu'il y a dans ce procès pour comprendre ce qui s'est passé. Ça me paraît capital, et de ne pas fixer à l'ouverture de ce procès sur ce sujet incontournable de l'absence de l'auteur principal. C'est évidemment une frustration, mais ça n'empêchera pas de comprendre. Et je pense que comprendre fait aussi partie du processus de reconstruction. Je ne mésestime pas du tout les déceptions qui pourront naître de cette situation, les frustrations. Néanmoins, voilà, c'est la situation, il faut la prendre comme ça. Restez avec nous, si vous le pouvez, encore quelques minutes, Philippe Soucy. Merci d'être là. Dans un instant, je serai avec un nouvel invité sur ce procès et vous réagissez. 0826 300 300, vous n'hésitez pas à réagir. Vous étiez peut-être sur la promenade des Anglais ce soir-là. Dans un instant, Jean-Claude Dubler sera avec nous, président et fondateur de l'association Live for Nice. Il était présent sur la promenade des Anglais ce 14 juillet 2016. Il est 10h41 déjà. Vous êtes sur Sud Radio. L'attentat de Nice, l'attentat terroriste de Nice, c'était le 14 juillet 2016. Avec nous, Philippe Soucy, qui est avocat au barreau de Nice, avocat des parties civiles au procès de cet attentat, et puis Jean-Claude Dubler, que j'accueille. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, président fondateur de l'association... Allô? Oui, Jean-Claude Dubler. Bon, fondateur de l'association Live for Nice. Philippe Soucy, un mot, tout de même, il n'est pas question non plus de passer sous silence les présumées responsabilités des accusés. On est bien d'accord? Bien évidemment. Je dis ça parce que nous avons beaucoup parlé de l'absence de l'auteur, de l'assassin, hein, de l'absence de l'assassin. Il n'y a pas de poursuite pour complicité, mais il y a quand même des accusés dans cette affaire. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais que l'expression second couteau, j'entends cette petite musique depuis plusieurs jours, je la récuse totalement. Vous avez raison, moi aussi je la récuse. Il n'y a pas de second couteau dans un procès terroriste. Il n'y a pas de second couteau dans un procès terroriste. Voilà. C'est la raison pour laquelle je tenais à préciser les choses, Philippe Soucy. Jean-Claude Dubler. Oui. Vous êtes donc avec nous. Vous étiez sur la promenade des Anglais ce soir-là, le 14 juillet 2016.
Oui, j'étais encore sur la plage au moment où le camion est passé. Vous l'avez vu? Vous l'avez vu, ce camion zigzaguer? J'avais la mer dans le dos et j'ai vu le camion arriver de l'aéroport et j'ai tout de suite compris que c'était un attentat. Tout de suite? Tout de suite. Ça pouvait pas être autre chose. Un camion ce soir-là, avec les rues fermées, ça pouvait pas être un accident. Un camion sur une voie fermée qui zigzague et bon, vous avez compris tout de suite que c'était un attentat. Ensuite? Donc j'ai dit à ma famille, à mes amis, j'ai dit vous bougez pas de là, c'est un attentat, et je suis monté sur la prom. Comme la je promenade. suis secouriste. Allez-y. Oui, pardon. Comme j'ai un brevet de secouriste, donc je suis monté pour porter secours et j'ai appelé le 112 avec un pompier pour déclencher pour nombreuses victimes. Et là, c'était de voir la catastrophe. Là, tout de suite, vous vous êtes rendu compte de l'étendue de la catastrophe, Jean-Claude Hubler. Vous êtes allé aider immédiatement. Oui, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire au niveau de certaines victimes. Les deux qui me restaient étaient encore vivantes, mais je pense qu'elles auraient été intransportables. Et j'ai aidé une dame, je lui ai tenu la main jusqu'à temps qu'elle décède. J'imagine que vous vivez avec ces images-là depuis le 14 juillet 2016, Jean-Claude Hubler, que vous ne pouvez plus chasser de votre esprit. Non, c'est des images qui reviennent en permanence. De temps en temps, voilà, le procès s'est approché, donc automatiquement ça revient plus souvent. Mais on n'oubliera pas. Vous étiez avec votre neveu et des amis. Oui, c'est ça. Donc vous avez aidé, vous avez appelé le 112, vous avez aidé les premières victimes. Les secours sont arrivés rapidement. Ça a mis du temps. Je savais très bien que vu la configuration de Nice, on attendrait longtemps avant d'avoir beaucoup de secours arrivés. Parce que les premières personnes qui étaient parties avaient repris sûrement leur voiture et créé peut-être des embouteillages. Vous dites, j'ai passé ma soirée à recouvrir les corps, à protéger des vols les victimes. Oui. À protéger des vols les victimes? Oui, on a eu des vols. Il y a eu des vols ce soir-là. J'ai chopé un gamin de 13 ans à peu près qui avait piqué quelque chose. Sur les victimes? Oui, on l'avait mis. Alors, c'était pas grand-chose. C'était un espèce d'overboard, les machins à roulettes, qu'on avait mis à côté d'une victime. On ne savait pas si ça lui appartenait ou pas. Donc on s'est dit, s'il y a l'Institut médico-légal et tout ça, ils vont faire des investigations. On s'est dit, il vaut mieux qu'il y ait des objets à côté. Et à un moment, on m'a prévenu qu'un gamin venait de le piquer derrière, que j'ai rechopé au passage. Les CRS sont arrivés vers 1h du matin, c'est cela? 1h16. 1h16. Et dès qu'il y en a, le responsable du premier camion est sorti, il m'a dit, monsieur, vous n'avez rien à faire d'ici, vous partez. Oui. Et bon, des agents de police qui étaient avec moi depuis un petit moment, depuis pratiquement le début de la soirée, ont été le voir pour lui dire qu'il fallait qu'il se calme. Jean-Claude Hubler, vous aussi, vous allez vivre ce procès. J'en parlais avec Philippe Soucy il y a un instant, et je le soulignais, même si l'assassin n'est pas là, dans le box, il y a 7 hommes, je crois, 8 accusés, 7 hommes et une femme qui seront là, qui sont des amis, des connaissances, je ne sais pas moi, les fournisseurs d'armes présumés. Aucun n'est jugé pour complicité, mais ils sont là, face aux victimes, et c'est l'essentiel. Ah oui. Bah oui, déjà, le terroriste lui-même n'est plus là. En plus de ça, il nous en manque quand même un qui est en fuite et un autre qui s'est suicidé. Donc, heureusement qu'il nous en reste quelques-uns. Il va falloir qu'ils écoutent ce que toutes les victimes ont vécu, vont pouvoir dire de ce soir-là, et d'assumer ce qu'ils ont pu apporter comme soutien, qu'ils le sachent ou qu'ils ne le sachent pas, à ce fameux terroriste. Le soutien éventuel. Et puis, ce procès va aussi servir, et là je me tourne vers Philippe Soucy, et vous aussi Jean-Claude Hubler, va aussi servir à répondre à certaines questions sur l'organisation des secours, sur pourquoi ce camion a pu pénétrer sur la promenade des Anglais. Ce sont des questions qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Je sais qu'il y aura un autre procès, mais tout de même. Oui, donc on va lancer une deuxième procédure, mais on n'aura pas de réponse sur le sujet.
Je pense que ça ne sera pas le lieu ni le moment d'en parler. Oui, mais enfin, ça va être présent en permanence, oui. Philippe Soucy. Je viens, Jean-Jacques Bourdin, ce que vient de dire M. Hubler est très juste. Il y a deux procès différents. Il y a celui qui s'ouvre aujourd'hui et il y a la procédure qui est pendante à Nice sur l'éventuelle question des responsabilités. Je voudrais insister sur le fait que le procès qui s'ouvre aujourd'hui, il est strictement borné sur l'association de malfaiteurs terroristes et sur les infractions à la législation sur les armes, qu'il ne faut pas confondre les deux choses, qu'on est sur deux sujets différents, même si évidemment, humainement, toutes les questions sont légitimes et toutes les questions pourront être posées. Mais je pense que ce n'est pas rendre service aux parties civiles, c'est ma position d'avocat, que de mélanger les deux sujets. Ce serait même peut-être rendre service aux accusés. Je suis très sceptique sur ce mélange des choses. On a deux procès différents, strictement bornés par des qualifications juridiques. Mais bien sûr, Philippe Soucy, mais vous savez bien que le risque est là. Mais c'est pas un risque, je le répète, c'est humainement compréhensible que toutes les questions puissent être éventuellement évoquées à l'occasion de ce procès, mais je pense qu'il est de la responsabilité aussi des avocats de dire attention, on est dans deux sujets très différents pour ne pas mélanger les choses. Vous êtes d'accord avec cela, Jean-Claude Hubler? Excusez-moi. Oui. Jean-Claude Hubler? Voilà, je reprends. Moi, je l'ai dit à pas mal de victimes qu'il ne faut absolument pas mélanger les deux. Oui. Comme l'a dit M. Soucy, c'est sur deux procédures distinctes. Automatiquement, on va en parler pendant le procès, mais nous aurions préféré que la deuxième procédure ait lieu, soit jugée avant le procès contre l'attentat pour éviter de le polluer, justement. Je comprends. Que les réponses soient apportées avant pour permettre aux victimes d'être totalement dans la reconnaissance du crime, quoi, si je puis dire. Hein? Exactement. Vous aussi, vous auriez préféré que le second procès ait lieu avant, Philippe Soucy? Je comprends la position de M. Hubler. Les deux positions, d'ailleurs, peuvent être compréhensibles. On peut inverser la proposition. Vous connaissez la longueur des procédures. Oui. Voilà, je n'ai pas de religion là-dessus. Je pense que moi, je prends tout ça avec beaucoup d'humilité, c'est-à-dire que je peux comprendre que on puisse souhaiter que les choses se soient passées avant. Bon, peut-être qu'il était aussi bien que les accusés dans cette affaire de terrorisme soient aussi jugés avant. Vous avez d'autres personnes qui le considèrent. Je pense que les deux peuvent être considérés avec autant d'intérêt. Alors avec opportunisme, l'État islamique a revendiqué cet attentat, je crois 2 ou 3 jours après, très vite. Exactement. Mais avec opportunisme, Philippe Soucy. Absolument, la question s'est posée de cette revendication. Il y a eu des investigations considérables qui ont été menées par les magistrats instructeurs dans cette procédure pour aboutir à la conclusion certaine, quasi certaine, mais je préfère dire certaine, qu'il s'agissait de la part de l'État islamique d'une revendication de pure opportunité et que nous n'avions aucune trace d'allégeance de l'auteur principal à l'organisation État islamique. Oui, l'auteur principal qui était père, marié, père de 3 enfants, marié, enfin il était divorcé, mais qui était un homme qu'on n'avait pas connu jusqu'à quelques semaines avant l'attentat, qu'on n'avait pas connu comme islamiste avéré. Non, absolument. C'est quelqu'un qui était précisément en instance de divorce, mais qui était totalement inconnu des services spécialisés. Il était simplement connu de la justice pour des infractions de droit commun. Il avait été entendu d'ailleurs, violence, notamment pour violence conjugale. Violence conjugale, violence également sur d'autres personnes. C'était quelqu'un qui, et au demeurant dans quelques personnalités, a montré que c'était quelqu'un d'une immense violence. On évoquera sa personnalité très longuement, même s'il n'est pas là. On évoquera très longuement sa personnalité à l'occasion du procès d'assises. Une personnalité marquée par beaucoup de violence, de perversité, etc. Merci Philippe Soucy. Jean-Claude Hubler, vous allez pénétrer dans la salle du tribunal. Ça va se passer comment? Vous y avez pensé, j'imagine, souvent? Alors, j'ai eu une réunion la semaine dernière avec le procureur général et le procureur général du Pénat. Voilà, donc j'ai pu la visiter. Et je sais que le jour où je serai entendu, ça va être assez difficile, je pense. Et là, à quelques 2 heures
2 heures du début du procès, 2h30 du début du procès. Vous êtes déjà sur place, je crois, hein, Jean-Claude Dubler. Oui, je suis à l'extérieur. Vous êtes à l'extérieur. Lorsque vous allez entrer, lorsque vous allez voir les accusés, lorsque vous allez côtoyer les familles des victimes, qu'allez-vous ressentir? Ça va être surtout de voir les accusés, parce qu'on les connaît pas, on les a jamais vus. Oui. Les familles de victimes, j'en connais plein, et donc automatiquement ça va. J'en ai même vu hier ici devant le palais de justice. Donc, Qui était déjà là? Oui. Oui, exactement. Vous vous réunissiez ces derniers temps régulièrement? Comment ça s'est passé, cette préparation? On s'est souvent au téléphone. Il y a des associations d'aide aux victimes qui les accompagnent. Nous, on apporte plutôt un soutien. On apportera plutôt un soutien parce qu'on n'a pas beaucoup de finances. On vient d'avoir une subvention qui va nous permettre de mettre en place des séances de shiatsu ou de réflexologie et des choses comme ça. Merci Jean-Claude Dubler. On pensera à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci.